The subject of this speech is a topic which has been discovered recently and which may not exist at all. I may be talking about something that does not exist. Therefore, I'm free to say everything or nothing. Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui a traversé son époque comme un troll traverse une garderie, c'est-à-dire en renversant tout sur son passage. Je veux bien entendu parler du titre de la vidéo. Je veux dire, du Bic de Philip K. Dick. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission. To explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. Philip K. Dick est un écrivain incroyable avec une vie sans doute aussi étrange qu'un de ses scénarios. D'ailleurs, je vous conseille le documentaire Les Mondes de Philip K. Dick, qui est un peu drama mais qui rend bien le côté mystique de Phil. Je vous mettrai le lien du documentaire dans la description. Dans sa jeunesse, il lit régulièrement la revue Starring Science Stories avec mon magnifique accent anglais, ce qui lui permet de découvrir la SF. Mais la mode de la SF et des pulps étant passée, à son époque, il ne rencontrera que peu de succès dans un premier temps. De plus, sa paranoïa augmentera au fur et à mesure du temps et il se raffermera de plus en plus sur lui-même. Il y a plein d'anecdotes incroyables sur sa vie qui me permettent de dire qu'à écrivain incroyable, vie incroyable. Du coup, je ne vais pas toutes vous les gâcher et je vais juste évoquer ma préférée. Dans le documentaire, lors de l'interview de sa dernière femme et de l'un de ses contacts, il est dit que K. Dick est mort juste après une attaque cardiaque. Toutefois, on apprend aussi que peu avant de mourir, K. Dick avait écrit une lettre racontant la mort de quelqu'un, et qui se révélera être sa propre mort. Le documentaire emploie alors cette expression qui est pour moi à l'image de l'œuvre de Philip K. Dick, il aurait eu un souvenir de sa mort. Si c'est pas incroyable ça, y a de l'anecdote de Dini Mondain là ou pas? Bref, j'ai donc décidé de revoir les basiques en prenant l'un des livres les plus célèbres de la science-fiction, c'est-à-dire Ubik. Étant donné la complexité de la trame du roman comme l'ensemble des œuvres de Philip K. Dick, en fait, j'ai décidé de comparer des extraits du roman. À 3h30 du matin, la nuit du 5 juin 1992, le principal télépathe du système solaire disparut de la carte dans les bureaux de Red Center Associates à New York. Aussitôt, les Vitphones se mirent à sonner. La firme Red Center avait perdu la trace de trop de psy de Hollis au cours des 2 derniers mois. Cette disparition supplémentaire faisait déborder la coupe. Ubik est un livre écrit en 1966. Comme nous l'avons vu dans l'extrait précédent, nous sommes jetés dans l'univers foisonnant de Philip K. Dick sans mise en garde. Le livre nous décrit un monde arrivé au stade suprême du capitalisme, où les États ne sont plus que des évocations, telles que la Confédération nord-américaine, la Suisse, l'Israël, et où les chefs d'entreprise et de corporations semblent être devenus les nouveaux maîtres de ce monde. La porte refusa de s'ouvrir et déclara « 5 cents, s'il vous plaît ». À nouveau, il chercha dans ses poches. Plus de pièces, plus rien. « Je vous paierai demain », dit-il à la porte. Il essaya une fois de plus d'actionner le verrou, mais celui-ci demeura fermé. « Les pièces que je vous donne constituent un pourboire. Je ne suis pas obligé de vous payer. »« Je ne suis pas de cet avis, » dit la porte. « Regardez dans le contrat que vous avez signé en déménageant dans ce codapt. » Il trouva le contrat dans le tiroir de son bureau. Depuis que le document avait été établi, il avait eu besoin maintes et maintes fois de s'y référer. La porte avait raison, le paiement pour son ouverture et sa fermeture faisaient partie des charges et n'avait rien de facultatif. « Vous avez pu voir que je ne me trompais pas, » dit la porte avec une certaine suffisance. Joe Chip sortit un couteau en acier inoxydable du tiroir à côté de l'évier, il s'en munit et entreprit systématiquement de démonter le verrou de sa porte insatiable. « Je vous poursuivrai en justice, » dit la porte, tandis que tombait le premier vis. Je n'ai jamais été poursuivi en justice par une porte, mais je ne pense pas que j'en mourrai. Ce passage illustre très bien la tyrannie de la marchandise. Il faut savoir que Philip K. Dick a été assez influencé par les idéaux et les théories communistes. D'ailleurs, sa paranoïa n'était pas complètement infondée puisqu'il fut surveillé lui-même par le gouvernement américain et par les polices américaines comme beaucoup d'autres à l'époque du macartisme et de la guerre froide. Pour revenir à Ubik, nous pouvons noter que les personnages de ce livre sont habillés de manière assez extravagante. Des collets, des vêtements hors de circonstance, on ne sait d'ailleurs pas trop pourquoi. Mais c'est sans doute une façon de dédramatiser les enjeux par un humour purement dickien. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui perd son sens étant donné la remise en question du temps et de la mort dans le livre. Pour ce qui est du temps, on note l'arrivée d'une précogue, c'est-à-dire d'une sorte de télépathe, pouvant manipuler le temps et l'espace qui perturbe particulièrement les personnages, notamment le héros. De plus, après la mort de Rusinter, le patron du héros, celui-ci est mis en semi-vie, un concept particulièrement cher à Philip K. Dick. D'ailleurs, le livre commence réellement qu'après la mort de Rusinter, le patron du héros. Celui-ci tente de communiquer avec l'extérieur.
Pour ce qui est de la mort, les gens sont mis en semi-vie dans des lieux de cryogénisation où l'on peut communiquer avec eux en payant très cher. De plus, ceux-ci sont constamment dérangés par un enfant lui aussi en semi-vie et dont la famille paye cher pour le maintenir dans cet état. Même la mort est dangereuse et peut être à tout moment remise en doute. Il y a là un aspect éthique incontestable. Sautez dans l'urinoir pour y chercher de l'or. Je suis vivant et vous êtes mort. Plongez dans la baignoire pour voir d'où vient le vent. Vous êtes tous morts et je suis vivant. Le temps lui-même est déconstruit comme un simple objet, et certaines personnes et biens subissent un vieillissement accéléré. Mais ni tous au même rythme, ni au même niveau. Cela permet d'ailleurs à Philip K. Dick d'illustrer quelques réflexions sur le vécu des populations noires aux États-Unis ou la Seconde Guerre mondiale. La guerre, se dit-il. La troisième guerre mondiale. 2 milliards d'entre nous tués, notre civilisation balayée. Les bombes à hydrogène tombant comme la grêle en Hegewald, pensa-t-il. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai vu cela en mouvement? Ou bien est-ce quelqu'un d'autre qui serait en train de tripatouiller on ne sait quoi, quelqu'un que je ne connais même pas? Ou bien... nous tous? C'est la faute de ces physiciens et de cette théorie du synchronisme, selon laquelle chaque particule est en relation avec toutes les autres. On ne peut pas faire un peu sans modifier l'équilibre de l'univers. Cela fait de la vie une drôle de plaisanterie, sans personne pour en rire. L'extrait précédent d'ailleurs vient du livre Le Maître du Haut-Château de Philip K. Dick aussi. Celui-ci est une uchronie assez célèbre traitant d'une autre issue de la Seconde Guerre mondiale. Pour revenir à Ubik, en plus de présenter une réflexion métaphysique sur la mort, il y a de nombreux retournements de situation qui ne concernent pas tous la trame narrative. Les dialogues sont rapides, incertains, la mémoire des personnages est remise en question sans cesse, notamment par les pouvoirs des télépathes. Joe essayait de se rappeler, mais cela devenait brumeux, le souvenir s'effaçait. Une piste temporelle différente, songea-t-il. Le passé, ma femme est un être unique. Elle peut accomplir quelque chose que personne d'autre sur Terre n'est capable de faire. Pourquoi ne travaille-t-elle pas pour Rutzinter Associates? Quelque chose n'est pas normal. On peut dire que le livre nous livre, si je peux me permettre un jeu de mots, une réflexion pertinente sur une société futuriste en pleine déliquescence. Une réflexion sur l'état de mort et l'état de vie. Il remet en question le déroulement du temps chronologique grâce à un magnifique retournement de situation finale. Sans contexte, l'œuvre est assez difficile à lire et il faut s'accrocher car Phil ne semble pas nous inviter à la lire, mais plutôt à nous mettre au défi de la comprendre et d'en saisir toutes ses facettes. Et c'est sûrement pas moi, entre deux bières, qui vais le faire à votre place. Je ne suis pas romancier mais philosophe romanceur. Le don d'écrire est l'instrument qui me sert à formuler ma vision. Le propos de mon œuvre n'est pas de l'art, mais la vérité. Ainsi, mes histoires sont la vérité, mais il n'y a rien que je puisse faire pour l'édulcorer, que ce soit par les actes ou par l'explication. Ok, j'avoue, là c'était plutôt facile pour moi. J'ai commencé par sortir un livre très connu et un basique de la science-fiction. Néanmoins, nous pouvons nous interroger sur l'utilité de ramener la science-fiction à ce qu'elle est. Une fiction permettant de donner une perspective à l'œuvre, et une science parce que le propos est structuré, recherché et au service d'une ou plusieurs thèses. Même si ce n'est pas forcément reconnu au niveau universitaire, ça en a le mérite. En tout cas selon moi. Je suis Ubik. Avant que l'univers soit, je suis. Je fais les soleils, j'ai fait les mondes, j'ai créé les êtres vivants et les lieux qu'ils habitent. Je les y ai transportés, je les y ai placés. Ils vont où je veux, ils font ce que je dis. Je suis le mot et mon nom n'est jamais prononcé. Le nom qui n'est connu de personne. Je suis appelé Ubik. Mais ce n'est pas mon nom. Je suis. Je serai toujours. Ok, c'est parti pour la conclusion originalité sur 20. Je sais pas ce qui m'énerve le plus quand j'entends les gens s'extasier sur le dernier film de fantasy à gros budget, lorsque je vois dans les bandes annonces des films présentés science-fiction qui déjà sont pas très fiction et encore moins science, quand j'entends des professeurs et autres gens qu'on va dire cultivés parler de sous-culture à tort et à travers à propos de la SF et de la fantasy en regardant que la surface commerciale, bonjour les chercheurs, il est alors temps pour moi de partir en quête. Une quête de justice, une quête de vérité, Ouais, j'en fais un peu trop. Revenons à la réalité. Je voulais commencer cette chaîne par une mise en situation. La voici. Et nous allons déposer des questions sur cette chaîne. Qu'est-ce que la fantasy? Qu'est-ce que la science-fiction? Qu'est-ce que les jeux de rôle? Qu'est-ce que le fil rouge de cette chaîne? Y a-t-il vraiment une logique sur cette chaîne? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Grâce à cette conclusion, vous avez compris pourquoi cette émission s'appelle Qu'est-ce que? Parce que qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Alors ici, on va se faire plaisir et parler de Gibson, d'Asimov, de Damasio, de Strugatsky. On va mettre de côté les déchets commerciaux et pas forcément prendre des auteurs méconnus, mais on va pouvoir prendre des livres bien sympas et ça va nous permettre de parler d'un peu de tout.
Alors si vous voulez lutter contre le grand capital, mettre en place la méthode freinée et voir plus de mammouths, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu. Ça permettra de lutter contre ma solitude dans le monde.